Voici deux bonnes nouvelles. D'abord, les éditions Les Bons Caractères publient une traduction nouvelle et complète du livre Cours Nouveau que Trotsky écrivit fin 1923. Ensuite, cette parution comporte en guise de postface un texte inédit de trotskistes soviétiques. C'est un document récemment retrouvé avec d'autres, tous datant des années 1930, dans une prison où étaient incarcérés des centaines d'opposants, des opposants de gauche. Ce texte témoigne de la continuité du combat engagé par Trotsky avec Cours Nouveau en 1923. Alors oui, les trotskistes ont lutté jusqu'à ce que le stalinisme les extermine pour la révolution mondiale et pour un avenir digne de l'humanité qui ne pourra qu'être communiste. Alors, oui, bonjour Pierre Lafitte, tu as traduit Cours Nouveau, ce Cours Nouveau là qui est publié par Les Bons Caractères. Est-ce que tu peux nous présenter cet ouvrage? D'abord, voilà le livre. Ce livre, il marque une étape décisive dans l'histoire du parti bolchevique. En 1923, en effet, il y a des dizaines de milliers de militants et de sympathisants de l'opposition de gauche dans le parti communiste soviétique qui entament une lutte à la vie et à la mort contre la dégénérescence de leur parti et de l'État né de la révolution d'octobre. Alors oui, ne serait-ce que pour ça, il faut lire ou relire Cours Nouveau. Mais aussi parce que, à travers les questions brûlantes de cette époque, il expose tout ce qui oppose radicalement le bolchevisme à une bureaucratie conservatrice et anti-ouvrière, dont le stalinisme allait se faire le porte-parole et le porte-drapeau politique. Et un siècle plus tard, eh bien, cela n'a rien perdu de son actualité pour des communistes. Où en est la Russie quand éclate la crise dont traite Cours Nouveau? Eh bien, d'abord, c'en est fini de la guerre civile que les Blancs, les États impérialistes, avaient imposée au pouvoir des Soviets. Une guerre dont il est sorti vainqueur. Il est ainsi le premier, et à ce jour, le seul État issu d'une révolution ouvrière, à avoir gardé le pouvoir, et même à avoir commencé à édifier une société où ce ne sont plus les anciennes classes dominantes et possédantes, mais la classe ouvrière et les autres classes laborieuses qui ont le pouvoir et qui l'exercent. Mais comme Lénine le déclara un certain nombre de fois, c'est une bien grande infortune que l'honneur d'avoir commencé la première révolution socialiste ait échu au peuple le plus arriéré d'Europe, celui de Russie. Alors la révolution russe, elle avait été le premier acte d'une série de révolutions nées de la guerre mondiale et contre le système qui avait engendré la boucherie mondiale. Elles ont ébranlé la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, les pays baltes, les Balkans. Elles ont même parfois accouché d'éphémères républiques des conseils ouvriers. Mais toutes furent écrasées, et nulle part ailleurs qu'en Russie, le prolétariat ne resta au pouvoir. Alors, en Russie soviétique, le pouvoir prolétarien se trouve donc isolé. Et les grandes puissances vont pouvoir lui imposer un blocus militaire, économique, sanitaire. Et dans ce pays pauvre que l'impérialisme étrangle, la classe ouvrière, décimée, affamée, épuisée par 8 années de guerre, mondiale puis civile, n'a plus la force d'exercer le pouvoir, ni même l'envie de le contrôler. Alors, le pouvoir, eh bien, il échoua à ceux qui tiennent l'appareil administratif. De surcroît, cet appareil étatique est l'appareil du parti qui dirige l'État et qui tente de plus en plus à se confondre, eh bien, on voit que les mœurs bureaucratiques du premier gangrènent le second. Depuis 1921, c'en est fini aussi du si mal nommé communisme de guerre, qui était en fait une socialisation de la misère, couplée à un régime de caserne qui avait imposé la guerre civile. Le pouvoir soviétique a relancé l'économie, et la population commence à voir s'éloigner le spectre de la famine. C'est le fruit de la nouvelle politique économique, la NEP, qui a entrouvert la porte au marché pour animer l'économie. Mais même limité, c'est un recul. Et l'État ouvrier le surveille de près, car ce recul suscite l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie. En ville, affairistes et spéculateurs pullulent.
Et au village, les gros propriétaires, les koulaks, tentent de dresser le reste des paysans contre le pouvoir des soviets. Alors, c'est dans ce contexte, début 1923, qu'une crise économique s'abat sur le pays. Les usines n'arrivent plus à écouler leur production, car elle est devenue trop chère. Quant aux paysans, ils ne veulent plus ravitailler les villes, car ce qu'ils y vendent ne leur permet plus d'acheter ce qui leur est le plus nécessaire même. Alors la direction du parti, elle s'alarme. Cette situation risque de faire le jeu des forces bourgeoises que la NEP a suscitées. Et au congrès du parti, début 1923, Trotsky propose des mesures pour conjurer ce danger. Elles sont adoptées, mais peu ou pas appliquées. En effet, de haut en bas, les organes de l'État, comme ceux du parti, sont paralysés face à ce qui perturbe leur routine dans l'exercice du pouvoir. Or, comme ce pouvoir n'est plus contrôlé par la classe ouvrière, ni d'ailleurs par l'ensemble du parti, eh bien la situation ne peut qu'empirer, si rien n'est fait. Tu parles de la bureaucratie de l'État et du parti. Qu'est-ce que cela recouvre à l'époque? Bien, pendant les années de la guerre civile, la Russie avait été une citadelle assiégée, soumise à une discipline de type militaire. Malheureusement, ces méthodes de commandement ont survécu à la guerre civile. Elles se sont même étendues à tous les rouages de l'État et par contagion à l'appareil du parti censé les contrôler, tandis que les effectifs des divers appareils d'État et du parti explosaient. On a là le produit de l'arriération culturelle et économique d'une société russe qui reste isolée, alors que la vague révolutionnaire mondiale, nous l'avons dit, a reflué. Mais avant qu'une autre vague révolutionnaire se lève, il faut bien gérer le pays. C'est le plus vaste de la planète. Il y a 150 millions d'habitants, des ruraux pour la plupart, qui ne savent souvent ni lire ni écrire. Et il y a l'économie, qu'il ne s'agit même pas de remettre sur pied, mais qu'il s'agit de construire sur des ruines, dans l'attente qu'une révolution dans un pays développé vienne à la rescousse matérielle et humaine de l'Union soviétique. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que dans ce pays ait proliféré un gigantesque appareil gouvernemental, économique, politique, militaire, syndical, coopératif, qui a accaparé le pouvoir et dont les membres vont profiter de leur rôle de répartiteurs de la pénurie pour s'octroyer d'importants privilèges. Dès les lendemains d'octobre 1917, Lénine avait mis en garde contre le risque que l'État ouvrier se laisse étouffer par sa propre bureaucratie. Et durant les années qui ont suivi 1917, il a cherché à en juguler la prolifération. En 1922, la dernière année où sa santé a encore permis à Lénine de participer à la direction du pays, il a multiplié ses interventions contre le bureaucratisme qu'il voyait se répandre telle une gangrène. Le Parti communiste, qui avait jusqu'alors fait rempart, n'était plus épargné. La bureaucratie avait même trouvé des représentants à la tête du parti, en la personne notamment de Staline, qui était devenu le secrétaire général du parti. Celui-ci, en tant que commissaire du peuple aux nationalités, avait été chargé, début 1922, de rédiger un projet de constitution pour l'Union soviétique qui allait être formalisé et fondé officiellement à la fin de l'année. Or, son projet prévoyait que la Russie dirigerait toutes les autres républiques soviétiques. Cela avait indigné Lénine. Et Staline avait revu sa copie, mais sans rien céder sur le fond. C'est ce que démontra son émissaire en Géorgie quand il voulut forcer cette république du Caucase à renoncer à son autonomie. Devant le refus des communistes géorgiens, l'homme de Staline dispersa leur comité central et alla jusqu'à user de violences policières et physiques contre certains de ses membres qu'il accusait de nationalisme. Lénine, qui était paralysé depuis des mois, découvrit ces faits avec retard et avec horreur. Il dénonça alors avec force les agissements de Staline comme ceux d'un argousin, d'un brutal argousin grand-russien.
Cela s'ajoutait à l'effroi qui l'avait saisi quand il avait constaté comment Staline, en quelques mois, avait renforcé l'appareil du secrétariat général et surtout son emprise sur le reste du parti. Lénine proposa alors à Trotsky de mener en commun l'attaque contre Staline devant le congrès du parti et il ajouta à son testament la recommandation de remplacer Staline au secrétariat général du parti. Mais la maladie, puis la mort, l'empêchèrent de mener à bien ce que l'historien Moshe Levin a appelé son dernier combat. Il revint donc à Trotsky de diriger cette lutte dans le parti. En 1923, donc, au moment où est publié Cours Nouveau, deux camps radicalement opposés se trouvaient déjà aux prises au sein du Parti communiste soviétique. Du cours ancien, celui d'une bureaucratie qui proliférait et prenait de l'assurance, ou du cours nouveau, celui de la fidélité, du retour à la fidélité aux idéaux d'octobre, lequel l'emporterait? Telle est la question vitale, immédiate, que pose Trotsky devant le parti en s'attaquant à la bureaucratie. Mais pour beaucoup de membres du parti, les choses n'étaient pas aussi claires. Bien sûr, ils déploraient qu'ait disparu la démocratie qui avait régné dans leur parti, même du temps de la clandestinité, de la répression sous le tsarisme. Et ils voyaient bien que ce parti, leur parti, vivait désormais sur deux étages, selon l'expression de Trotsky. En haut, il y avait les gens de l'appareil, qui agissaient en chef plus qu'en camarade, qui donnaient des ordres et menaçaient ceux qui voulaient en discuter. En bas, il y avait tous les autres membres du parti. Et ils n'avaient que le droit d'approuver ce qui avait été décidé sans eux. Mais les mêmes qui ne voulaient plus de ce régime antidémocratique savaient aussi que l'appareil était en grande partie composé de vieux révolutionnaires qu'on avait placés à des postes de responsabilité en raison de leur passé, de leur expérience, des services qu'ils avaient rendus à la cause ouvrière, et qui venaient le plus souvent de la classe ouvrière également, même s'ils avaient adopté depuis des comportements de bureaucrates. En lisant Cours Nouveau, on mesure à quel point, dès 1923, Trotsky a vu juste. Que ce soit quand il dénonce l'emprise grandissante d'une bureaucratie qui étouffe le parti et menace l'avenir de la Révolution, ou que ce soit quand il avance des remèdes pour changer les choses. Et bien sûr, quand il s'adresse à des responsables communistes aussi, qui ont adopté des méthodes de bureaucrates, mais sans avoir, eux, toujours pleinement conscience de la pente sur laquelle ils s'engagent et engagent le parti. Ce qui saute aux yeux, dans Cours Nouveau, c'est le souci qu'a Trotsky de convaincre, d'exposer les tenants et les aboutissants de la situation, de démontrer son point de vue, même quand il a face à lui des contradicteurs dont c'est le moins qu'on puisse dire, tous ne sont pas de bonne foi, car au-delà de ses adversaires plus ou moins déclarés, c'est à la masse des militants communistes qu'il s'adresse. Et d'autant plus fort que beaucoup de ces militants ne comprennent pas encore les enjeux du combat qui s'amorce, ni sa violence, quand s'affrontent des dirigeants d'un même parti, de leur parti, que cela risque de briser, des militants qu'ils pensaient marcher d'un seul pas dans la même direction. Or, c'est sans changer d'orientation qu'il s'agit. Il faut rompre avec le cours d'un appareil qui s'est sclérosé, séparé du reste du parti et dont le conservatisme menace la révolution. Il faut qu'au lieu de lui être soumis, le parti se soumette à nouveau son propre appareil, martèle Trotsky dans Cours Nouveau. Comment se présente la situation en 1923 ? Eh bien, depuis des années, diverses oppositions avaient exprimé publiquement le mécontentement d'une partie des bolcheviks face aux dérives bureaucratiques du pouvoir. Lénine comme Trotsky, sans reprendre le programme de ces oppositions, avaient tenu compte de leurs critiques pour rectifier des erreurs de la direction. Mais en 1923, les choses s'étaient aggravées dans le parti et un climat empoisonné régnait à sa tête. Zinoviev, qui avait été proche de Lénine avant 1917 et qui ambitionnait de lui succéder, avait créé une fraction clandestine avec Kamenev et Staline au sein du bureau politique. Cette troïka, comme on dit en russe, agissait comme une direction, sans Lénine, très malade, et sans Trotsky qu'elle écartait, et qu'elle cherchait à discréditer.
Et pour cela, Staline avait les moyens organisationnels de saper l'autorité de Trotsky en répandant médisances et calomnies via l'appareil du secrétariat qu'il dirigeait dans tout le parti et dans tout le pays. Et il le faisait d'autant plus aisément que les membres du dit appareil savaient que Trotsky était un dirigeant qui ferait tout pour les empêcher d'asseoir leur position dans le parti et dans la société. Alors que la Troïka menait ce travail de sape et manœuvrait en coulisses, le mécontentement grondait dans le parti devant le comportement de l'appareil. Le 8 octobre 1923, dans un mémoire au comité central faisant écho à ce mécontentement, Trotsky dénonça, je le cite, « le système de la nomination des responsables dans le parti », la bureaucratisation de l'appareil qui s'est développée dans des proportions inouïes avec les méthodes de sélection employées par le secrétariat, la très large couche de permanents qui, entrant dans l'appareil de direction du parti, renoncent complètement à leurs opinions politiques, ou du moins à les exprimer ouvertement, tandis que, pour la large masse des adhérents du parti, chaque décision apparaît sous forme d'ordre et de sommation. Fin de citation. La direction répliqua, non pas sur le fond des critiques, mais en termes d'appareil. Staline dressa la liste des postes dans le parti et dans l'État, dont la nomination dépendait du comité central, en fait du secrétariat, donc de lui. Et aussitôt, cette nomenclatura qui venait de créer, et le mot venait d'être lancé, il la remania. Il voulait affirmer ainsi que l'appareil nommait qui il voulait, où il voulait, quand il le voulait. Alors, quelques jours plus tard, 46 bolcheviks en vue contre-attaquent. Ils écrivent au comité central, en reprenant les critiques de Trotsky, et ils notent, citation, « La crise économique et financière qui a éclaté cet été a révélé de façon inexorable l'incapacité de la direction. » Et ils accusent un régime intolérable qui détruit le parti en le remplaçant par un appareil bureaucratique sélectionné. Fin de citation. Alors, Lénine ayant demandé à prendre connaissance des lettres de Trotsky et des 46, que la Troïka avait décidé de bloquer et de ne pas publier, cette Troïka s'inquiéta. Et le 5 décembre, elle lâcha du lest. Le bureau politique se déclara pour plus de démocratie dans le parti. Trotsky rédigea aussitôt un article pour la Pravda intitulé « Cours nouveau » qui allait donner le titre au livre donc, que nous avons réédité. Il allait, Trotsky, pouvoir développer enfin devant tout le parti des idées qu'il n'avait jusqu'alors pu exposer que devant ses instances dirigeantes. Il y avait une nécessité urgente à résoudre les problèmes économiques qui menaçaient le socle du pouvoir soviétique, c'est-à-dire l'alliance du prolétariat et de la paysannerie. Il démontrait que le refus des organes dirigeants de planifier l'économie aggravait ces problèmes et les problèmes de l'État, et il pointait là une des multiples manifestations de la bureaucratisation du fonctionnement du parti. En maints endroits, des militants s'indignaient que les secrétaires et autres responsables du parti se comportent en bureaucrates, et qu'ils ne soient plus élus, mais cooptés par l'appareil, parmi ceux qui lui faisaient allégeance. L'avant-garde politiquement consciente de la classe ouvrière, déjà bien peu nombreuse dans le pays, aurait eu du mal à s'opposer à pareille dérive. Et d'abord, parce que cette avant-garde, qui était organisée dans le parti, se trouvait elle-même régulièrement éloignée des usines, les appareils administratifs et du parti, absorbant sans cesse à nouveau des travailleurs communistes afin d'assurer les fonctions indispensables à l'organisation et au fonctionnement de la société. À tel point que, durant la discussion autour de Cours Nouveau, de jeunes opposants à la bureaucratie vont pouvoir s'écrier « Chaque jour, 40 000 membres du parti manient le marteau, 400 000 manient le cartable. » Oui, la bureaucratie prenait du poids. Et ce poids grandissant était un effet de ce que le communiste opposant de gauche, Christian Rakowski, allait caractériser comme les dangers professionnels du pouvoir. Pourtant, lors de la 13e conférence du parti, début 1924, et bien que l'appareil ait trafiqué le résultat des votes pour ou contre les idées que défendait Trotsky,
Celles-ci l'emportèrent dans la majorité des cellules de la capitale, à Moscou. Elles obtinrent même un tiers des voix dans les cellules d'usine où l'appareil avait souvent menacé de renvoi ceux qui voteraient mal. C'est dire à quel point ces idées trouvaient un écho dans le parti, même si Trotsky, qui était malade, ni ses camarades ne purent aller les défendre dans toutes les assemblées du parti, dans tout le pays, face aux hommes de l'appareil qui, eux, défendaient leurs idées, ou plutôt combattaient celles de Trotsky, car l'appareil était dressé vent debout contre tout ce qu'il menaçait. D'ailleurs, l'article Cours Nouveau, dont j'ai déjà parlé, fut bloqué pendant plusieurs jours par Boukharine, membre du bureau politique, allié de la Troïka à la tête de la Pravda. Censure, calomnie, l'appareil accusa Trotsky de tout et n'importe quoi. On l'accusa d'être un comble, le patriarche des bureaucrates, de dresser les jeunes contre les vieux, et surtout de vouloir casser le parti. Alors, pour répondre à ce flot de mensonges, Trotsky dut étoffer son article de la Pravda et lui ajouter des annexes. L'ensemble réussit l'exploit d'éclairer un nombre incroyable de sujets dans un livre qui reste d'un format modeste. Dans sa traduction, il fait à peu près 140 pages. Rendez-vous compte, Trotsky aborde ici la question de la tradition révolutionnaire et de ce qu'en fait l'appareil, celle des générations dans le parti, du fonctionnarisme dans l'armée, de la dégénérescence de la social-démocratie en Allemagne et dans le reste de l'Europe, de ce qui venait de manquer en Allemagne au Parti communiste pour que la révolution l'emporte, de la place des fractions dans l'histoire du bolchevisme, de l'urgence d'un plan économique, de la question paysanne, de ce qui distingue un bolchevique d'un bureaucrate, de la théorie de la révolution permanente, etc. Alors pour conclure, quelle est l'actualité de Cours Nouveau? Les sujets qu'aborde Cours Nouveau, et je suis bien loin de les avoir tous cités, ont en commun d'être alors au cœur du combat pour l'avenir de la révolution et de l'État ouvrier. Car Cours Nouveau est un livre de combat, vous l'avez compris, et même il est un manuel à l'usage des communistes révolutionnaires. Ainsi, quand Trotsky réplique aux attaques contre la théorie de la révolution permanente qu'il avait reprise de Marx et appliquée à la Russie dès 1905, il montre qu'attaquer cette théorie en 1923, alors même qu'elle a trouvé sa plus éclatante confirmation dans la victoire de 1917, eh bien c'était tendre la main à tous ceux qui ne voulaient pas, ou qui ne voulaient plus que l'URSS lie son sort à la révolution mondiale, dans laquelle les bolcheviks avaient placé tous leurs espoirs. Car les bureaucrates savaient, ou devinaient, qu'entre la révolution mondiale et la consolidation de leur place, de leur position, de leur poste, il y avait un gouffre. Un an plus tard, Staline, fin 1924, allait inventer cette aberration qu'est le prétendu socialisme dans un seul pays. Mais en s'en prenant, dès 1923, à la théorie de la révolution permanente, lui et ses alliés levaient le drapeau théorique, si l'on ose dire, de la défense des intérêts d'une couche énorme de chefs, petits et grands, d'une multitude d'institutions, de gestionnaires d'usines, de coopératives, de secrétaires du parti et des syndicats, qui étaient viscéralement hostiles à tout ce qui pouvait compromettre leur situation. L'ennemi de ces bureaucrates, eh bien, c'était la révolution mondiale en permanence, qui avait été le programme des communistes depuis Marx. Aujourd'hui, Cours Nouveau apparaît comme un jalon de l'histoire soviétique, ce qu'il est. Mais ce livre résonne aussi de façon très actuelle, notamment quand Trotsky s'y adresse aux jeunes communistes de son époque. Il retrace pour eux l'histoire du parti bolchevique, en Cours Nouveau, l'histoire de ses débats et luttes internes. Il éclaire pas à pas la démarche militante de Lénine, insiste sur la confiance inébranlable qu'avait Lénine dans les capacités de la classe ouvrière, en opposant cela, tout ce qui a fait le bolchevisme, au comportement des bureaucrates et à leur défiance envers les travailleurs. S'opposant à ce qu'exige l'appareil des militants en 1923, Trotsky affirme qu'un communiste ne peut être qu'une machine à répéter des formules toutes faites, fussent-elles les plus justes. Il doit être un militant qui cherche par lui-même à creuser les questions qui se posent à lui et à son parti, qui se forge une opinion dans l'étude et l'activité politique, qui se forge sa propre opinion, fût-elle minoritaire.
Trotsky vise là, bien sûr, ce que l'appareil tente à imposer. La révérence bureaucratique envers les supérieurs, la soumission à une tradition momifiée, derrière laquelle l'appareil s'abrite pour préserver sa place dominante dans la société, car les bureaucrates ne veulent plus changer l'ordre du monde. Alors ce n'est pas un hasard si les idées de Trotsky vont trouver un large écho dans la jeune génération communiste en Union soviétique, celle qui découvrait que le monde restait à changer et qui valait la peine de consacrer sa vie à lutter pour cela, et un siècle plus tard, eh bien c'est encore vrai.